Avertir au moins une semaine d'avance, connaissant les vicissitudes de la vie ici aux États-Unis, surtout comme vous l'avez dit, vous aimez le dire, les difficultés du Jossi. Mais, Monsieur le Président de la République, ceux de vos compatriotes que vous voyez ici et ceux de vos compatriotes africains que vous voyez ici n'ont appris votre venue ici aux États-Unis qu'hier. Et pourtant ils sont là. Monsieur le Président, il y a ici des délégations venues de partout des États-Unis d'Amérique. Ils sont venus de Boston. Est-ce que Boston est là? Ils sont venus de Washington, D.C. Ils sont venus du New Jersey. Ils sont même venus de Philadelphie. Et, Monsieur le Président de la République, ce pays est un continent en lui tout seul. Ils sont venus de Los Angeles, de la côte ouest. Monsieur le Président, ils sont venus individuellement, mais ils sont venus aussi en groupe pour vous souhaiter la bienvenue. Il y a ici des Ivoiriens qui ont créé des associations. Je n'en nommerai que quelques-unes. Il y a l'association des Ivoiriens de la vallée du Delaware. Il y a l'UFI, l'Union fraternelle des Ivoiriens. Il y a même le CAP URLG. Il y a le comité de soutien des Ivoiriens du Nord aux États-Unis au président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, vos compatriotes sont donc là, qui ont bien voulu, eh bien, vous dire à quoi va. Mais je ne suis pas la personne appropriée pour faire ce travail. Et c'est pourquoi je vais appeler ici Son Excellence M. Alcide Djedje, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près les Nations Unies. Nous allons maintenant écouter dans quelques instants l'ambassadeur Alcide Djedje, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Et c'est à lui de faire maintenant la parole pour dire un mot de bienvenue au président de la République. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les conseillers spéciaux du Président de la République, Mesdames et Messieurs, je prends la parole en associant l'ambassadeur Kofi Charles, notre ambassadeur aux États-Unis. Pour vous dire à quoi va, bienvenue à New York, bienvenue aux États-Unis. Mais surtout, merci. Merci pour les Ivoiriens. Merci d'être là avec nous ce soir. Monsieur le Président de la République, en prenant part à cette rencontre avec la communauté ivoirienne ce soir, vous démontrez que quand il s'agit de communier avec votre peuple, aucun sacrifice n'est de trop. J'ai tellement été touché quand vous avez accepté les changements dans l'organisation pratique de cette rencontre que je ne résiste pas à l'envie de partager la petite histoire de cette rencontre avec les Ivoiriens. En fait, dans le programme initial, il était prévu que le président arrive ici à 6h50 ce matin. Il devait se reposer toute la journée et avoir la rencontre à 17h.
À la dernière minute, il y a eu, nous avons été informés de quelques changements. Et le président a finalement quitté Abidjan ce matin à 7 h pour arriver à 15 h 30. Donc, lorsque j'ai été informé, je prends mon téléphone et j'appelle le président Abidjan. Je lui propose de différer la rencontre. Je dis, Monsieur le Président, vous allez être tellement fatigué qu'il n'est pas possible d'avoir cette rencontre, même en la repoussant à 19 h. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit, ah, si tu veux reporter la rencontre pour d'autres raisons, il faut me dire. Là, si c'est moi, là, si c'est moi. Il dit, si c'est pour la santé que tu t'inquiètes, maintiens la rencontre. Voilà. Donc, c'est comme ça que cette réunion a été maintenue. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, parce que vous ne faites même quand il s'agit de votre santé, même quand il s'agit de ménager votre santé, vous êtes toujours prêt pour rencontrer votre peuple. Je souhaite que Dieu continue de vous donner cette force et cette endurance à toute épreuve quand il s'agit d'aller à la rencontre de votre peuple. Nous vous souhaitons un agréable séjour aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Le représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU, voilà, Monsieur le Président, beaucoup d'émotions. À quoi va tout à l'heure, donc, nous allons écouter en 2 minutes certains de nos compatriotes vous dire la quoi va. M. Demba Traoré, en qualité de président du comité d'organisation qui va introduire son porte-parole. M. Adama Konaté, qui est président du comité de soutien des nordistes des États-Unis au président Laurent Gbagbo. Madame Traoré Sarah, elle est présidente du comité de soutien des dames ivoiro-américaines pour la réélection du président Laurent Gbagbo. Ensuite, Madame Touré Ami, qui est la présidente du comité de soutien des femmes du Nord aux USA au président Laurent Gbagbo. Et enfin, Monsieur le Président de la République, quelqu'un que vous avez connu par le passé et qui voudrait ici rendre témoignage de tout ce que vous avez fait pour lui et pour la Côte d'Ivoire, qui n'est pas ivoirien, c'est un Sénégalais. Il nous a demandé s'il pouvait le faire. Nous avons lu son témoignage et nous n'avons pas résisté à l'envie de le laisser faire. Il s'agit de ce Cheikh Dioum Mabo. Voilà. C'est donc après cela, Monsieur le Président de la République, que si vous voulez bien, vous vous adresserez à vos compatriotes. Chacun d'eux prendra uniquement 2 minutes. Voilà. Alors, je voudrais appeler ici maintenant à ce podium M. Traoré Demba, président du comité d'organisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais demander 1 minute de silence à la mémoire de votre sœur, la tante pour nous autres, Madame Otto Zérignon. Parce qu'il y a un an jour pour jour, à peu près, vous étiez ici aux États-Unis, elle était de votre délégation.
Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, nos compatriotes sont ici nombreux. Comme Monsieur le conseiller l'a dit tout à l'heure, avec un avertissement, en fait, ils ont été prévenus en moins de 24 heures. La salle est pleine pour témoigner un peu de leur soutien au Président de la République. Aujourd'hui, avec tout ce qui est su, je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour parler au nom de cette diaspora, compte tenu du fait que grâce à la confiance que vous avez voulu porter à notre modeste personne, je suis beaucoup plus résident de Bassam que de New York. Donc, sur ce, je voudrais inviter le porte-parole du comité d'organisation, Laurent Ibéi, pour parler. Merci, le directeur général du village des technologies de l'information à l'ambassade. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les conseillers spéciaux, chers membres de la délégation présidentielle, Akwaba, welcome, bienvenue. Au moment où je prends la parole, je me surprends émotif et pour cause. Il y a en effet 7 ans de cela, presque jour pour jour, la Côte d'Ivoire, notre chère patrie, connaissait la plus grave crise de son histoire. Des frères et sœurs, tombés en pamoison devant les charmes des sirènes de la division, ont tenté de déchirer la mère patrie. Mais sous votre leadership, grâce à votre légendaire patience, votre génie politique, votre humilité et votre sens du pardon, les fils et filles de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont retrouvés pour continuer l'aventure palpitante de la construction de notre nation. Eu égard à cette œuvre gigantesque, la diaspora ivoirienne aux États-Unis vous dit merci. Thank you, Mr. President. Je ne saurais terminer mon propos sans vous dire également merci pour l'opportunité que vous offrez aux Ivoiriens de la diaspora de faire montre de leur savoir-faire par le biais de la nomination de notre camarade Lamba Traoré au poste de directeur général de VITI. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes avec vous jusqu'au bout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il continue de vous donner la santé. Voilà, M. Adama Konaté, vous avez la parole. Je rappelle que M. Adama Konaté est le président du comité de soutien des nord-ouest des États-Unis au président Laurent Gbagbo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, les grandes délégations qui accompagnent Monsieur le Président de la République aux États-Unis, je tiens à vous remercier très sincèrement. Chers compatriotes, chers frères, il s'agit des problèmes de notre président Laurent Gbagbo. Il s'agit de problèmes que parler une seule mot, plusieurs reprises, c'est mieux de faire toute la journée à parler sans rien dire.
Le 19 avril 1988, c'est dans la même salle ici, j'ai pris la parole, j'ai dit à Monsieur le Président que le jeune nous avait trop menti. Je lui ai dit que le jeune nous avait trop trompé. J'ai dit à partir de ce jour-là, personne ne va quitter encore le banc pour venir nous tromper. Monsieur le Président, je suis venu seulement pour venir témoigner ce que j'ai dit, ça fait 1 an, presque 5 mois. Chers frères et chers compatriotes, je vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire le parti qui s'est réuni contre notre président de la République. 1990, lorsque le président avait Front républicain en Côte d'Ivoire, quand il a mis sa candidature en 1990, son anniversaire était fait au président Houphouët-Boigny. Il a dit que c'est le plus faible qui se regroupe contre le plus fort. Monsieur le Président, vous êtes le plus fort. Monsieur le Président, de n'a pas qu'un rien. Lorsque vous êtes le plus fort, le plus faible, il ne peut rien faire. Nous sommes prêts aujourd'hui, après le mensonge, pour se mettre une seule homme, pour vous soutenir jusqu'au bout. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de parler trop. Il s'agit de poser des actes sur le terrain. Vous en train de poser des actes, personne ne peut me tromper. Monsieur le Président, autre jour c'était les hommes du Nord. Aujourd'hui vous êtes dit, voilà le comité du soutien des femmes du Nord. Ils sont assis là. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout ce que je veux vous dire, que Dieu vous donne longue vie. Et donner longue vie à nous. Ceux qui voulaient détourner du pays, on va reconstruire ce pays devant eux. Monsieur le Président, je vous invite tout de suite qu'on n'a pas besoin de trop parler. C'est l'essentiel. Vous avez compris ce que je dis. Et on a tenu ça dans notre cœur. On est avec vous aujourd'hui, on est avec vous demain. Monsieur le Président, j'ai mon vice-président qui a un petit doléance que le Ivoirien est en train de dire inquiétude. Il va venir présenter ce petit dans 2 minutes. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, il a parlé avec son cœur, vous avez compris son message. Il a dit que les mensonges ne vont plus prospérer. Et la vérité a fini par Monsieur le Président de la République. Votre attention, s'il vous plaît. Ben, je m'appelle Dissa Samaké, je suis le frère de Boabré d'Issia. Et ça nous a fait plaisir la fois dernière de vous voir là-bas à l'occasion de la réconciliation de mes 2 petits frères. Et ce n'est que vous qui pouvez faire ça. Monsieur le Président, on m'a dit tout à l'heure que vous avez posé beaucoup d'actes. Les gens ne veulent pas le dire. Vous êtes un produit facile à vendre. Les autres candidats
Parce qu'il faut dire la vérité. Parce qu'on nous avait traumatisés. Et pour traumatiser, quand tu ne te fais pas confiance, tu traumatises. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, Adam vous l'a dit, je vais dans ce sens. Monsieur le Président, on n'est plus traumatisé à New York ici. C'est fini ça. C'était avant. Je m'excuse, hein. Il faut qu'on le dise. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, vous êtes unique. La fois dernière, j'avais dit comme ça, Monsieur le Président, you are the best. Je signe aujourd'hui, non seulement you are the best candidate. You are the best man for the job of the President of the Republic of Côte d'Ivoire. Si, vous voyez, Monsieur le Président, si je me laisse à l'ambiance, disons qu'on va rester ici, on ne va pas le faire. Vous avez posé beaucoup d'actes et les choses les plus simples. Vous avez dit Haïtia, vous avez construit les palais du Président de la République, les palais de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro pendant la crise. Et vous avez aidé d'autres pays pendant la crise. C'est des choses que les gens ne disent pas. Il faut le dire. Monsieur le Président de la République, nous avons tenu un meeting, j'avais dit ceci. Pendant que d'autres rentraient dans les trous des rats qu'on appelle tunnels pour sortir, et pendant que des acrobates allaient chez les voisins, vous avez dit quoi, Monsieur le Président de la République? Ça nous a édifiés. Quand la Côte d'Ivoire, le 19 septembre, la Côte d'Ivoire a été prise. Nous autres, on a dit c'est vrai, mais on ne soutirait pas cette cause. On avait peur. Mais quand vous avez dit que vous rentrez, Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont venus, ils ont replié sans qu'on ne leur demande. Ils ont laissé Abidjan. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes notre candidat. On est en campagne déjà, que ça soit reporté ou pas, nous on est en campagne à New York. On a pris des risques. Voilà. Nous avons pris des risques ici, Monsieur le Président, parce que avant c'était impossible de dire votre nom. On a subi trop de choses. Ils ont écrit sur nos voitures, et après la fois dernière, vont nous brûler. C'est pas possible. On nous brûle, le président Gbagbo va nous reconnaître. Et ça c'est bon déjà. Donc Monsieur le Président, les doléances que nous avons, on en a deux. J'ai parlé d'une doléance la fois dernière, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, quand on rentre en Côte d'Ivoire, on a toujours des problèmes, la diaspora. Bon, le ministre est là, il faut que vraiment vous insistez encore. Nous, on va tout faire, chaque fois que vous venez, on va parler de ça. Donc, quand on arrive à l'aéroport, on a dit, voilà, Monsieur le Président, tout ce que vous voyez ici, c'est des millionnaires en CFA. Sans exception. Et parmi la diaspora africaine, à New York est la diaspora la plus riche. Nous pouvons contribuer. Et nous contribuons déjà. Parce que si vous savez la masse d'argent que nous faisons partie tous les mois, j'ai dit de faire canaliser. Et nous voulons que ça soit canalisé. Aidez-nous pour ça, Monsieur le Président. Et quand on arrive là-bas avec, je ne sais pas, 5 valises, on nous emmerde, Monsieur le Président. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit de l'instauration du visa. C'est... Merci. Voyez, Monsieur le Président, ce que je dis, je ne le dis pas pour les nordistes, je ne le dis pas pour les sudistes, je le dis pour les Ivoiriens. Ça, c'est le problème que nous avons ici. Le visa, il n'y a pas de problème. On est d'accord pour les 150, d'autres disent 100, mais 150 pour des petits millionnaires ici, ça va. Mais le problème se situe à un autre niveau, et c'est quel niveau? C'est les papiers d'invitation qu'on nous demande, Monsieur le Président. Pour rentrer chez moi, je n'ai pas besoin qu'on m'invite. Sur nos passeports, c'est écrit où on est né. Donc, ça dit qu'on est ivoirien. Donc, je voudrais que vous voyez, Monsieur le ministre, les ambassadeurs, pour vraiment supprimer ça. Monsieur le Président de la République, je vais terminer ceci. Vous êtes notre frère. Vous êtes notre père, vous êtes pour tous les Ivoiriens sans distinction. Vous n'avez jamais montré de népotisme et ça nous fait plaisir. Pandé Demba est l'exemple typique. Vous l'avez recueilli, on a tout dit. Merci Monsieur le Président de la République et bon séjour aux États-Unis. Merci. Voilà. Comme vous le voyez, Monsieur le Président de la République, les choses ne se font pas
comme partout ailleurs. J'appelle maintenant Madame Traoré Sarah. Madame Traoré Sarah, présidente du comité de soutien des dames ivoiro-américaines pour la réélection du président Laurent Gbagbo. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les protocoles, chers frères et sœurs ivoiriens. En ma qualité de porte-parole du comité de soutien des dames ivoiro-américaines, je vous dis Akwaba, welcome et Idansé. Excellences, Monsieur le Président de la République, le comité de soutien des femmes ivoiro-américaines avec à sa tête une militante depuis 1990, j'ai nommé Madame Ouattara ici présente, tiens sincèrement à vous remercier et vous dire encore une fois merci et continue, n'est-ce pas, de vous remercier pour toutes les œuvres que vous avez posées dans le passé et que vous continuez de poser pour le bien-être de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, notre comité par ma voix voudrait vous donner l'assurance que nous sommes à 100% pour votre réélection. Je me permets la citation suivante de notre cher président Obama, Barack Obama. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Pour vous dire tout simplement que nous pouvons et nous allons faire face à un futur brillant avec vous, Monsieur le Président. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Madame Traoré Sarah, qui est porte-parole du comité de soutien des dames ivoiro-américaines pour la réélection du président Laurent Gbagbo, elle lui a dit merci. Voilà, alors maintenant j'appelle Madame Touré Ami, qu'il a posé et qui continue de poser pour la Côte d'Ivoire. présidente du comité de soutien des femmes du Nord aux États-Unis au président Laurent Gbagbo. Excellences, Monsieur le Président Gbagbo Laurent, président de la République de la Côte d'Ivoire, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, chers compatriotes, ceci est un honneur pour moi et les femmes du Nord aux USA pour Gbagbo Laurent de m'adresser à cette assemblée au sein duquel notre illustre président. En tant qu'Ivoirien, j'aimerais particulièrement m'adresser à vous, Monsieur le Président, vous dire combien de fois je suis en administration, je suis en admiration pour vous. Vous êtes un exemple et vous devriez être un exemple pour toutes et pour toutes. Combien de fois votre parcours est édifiant, depuis l'opposition jusqu'à votre ascension à la magistrature suprême. Vous êtes un exemple de combativité, d'abnégation, de persévérance et surtout de foi en ce que vous faites. Vous deviez être un exemple pour les jeunes Ivoiriens, Africains et même mondiaux. Monsieur le Président, depuis votre ascension à la tête de la Côte d'Ivoire, vous n'aviez que posé des actes concrets pour le pays. Nous, immigrantes, avions commencé à être fiers de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui avait commencé à amorcer son développement. Il en fallut un événement malheureux du 19 septembre 2002 pour vous stopper dans votre élan. Mais, Monsieur le Président, vous connaissant, je sais que vous ne baisserez pas les bras. Vous remettrez le pays sur sa voie de son développement et de son indépendance totale. Monsieur le Président, permettez-moi de citer devant cette auguste assemblée un acte que vous aviez posé en faveur de la communauté musulmane, ma communauté, qui est d'une grande valeur. En effet, c'est vous, Monsieur le Président, qui aviez soulagé les musulmans des turpitudes et des souffrances dans l'accomplissement du Hajj. En créant un consulat spécial et autonome uniquement pour le Hajj.
et plus encore en le confiant à un fils du Nord musulman. Cet acte, Monsieur le Président, nous a marqué dans ce sens que aucun président avant vous n'a posé cet acte. Et nous voudrions vous dire merci et que le Seigneur, dans sa magnitude, vous rehausse. Je voudrais, Monsieur le Président, pour conclure, que vous êtes assuré de notre soutien et de notre groupe. Nous ferons tout pour vous soutenir en vue de votre réélection. Nous, femmes du Nord USC pour Gbagbo Laurent, nous serons là pour vous et toujours pour vous. Vive la Côte d'Ivoire, vive la nation ivoirienne. Monsieur le Président. Parce que nous avons mis il faut nous du Akano. Non, parce que nous avons mis en photo, il y a été maintenant. Tani Makaka Tanya Moïbonné, moi-même ma grand-mère, a fini en 88 au âge. Ils n'ont pas retrouvé ma grand-mère 3 jours après. Tchèque le Mika Moïbo, alors on est Syrie. Moi, il est là, le hôtel 5 étoiles, où est là, qu'a dit, Anya maman, Anya papa, il m'a fouqué, Aya éduqué, frère. Ça va, ça uniquement créer un daïma. Donc, moi, nous, on a mis qu'il faut qu'à faire. Parce que nous, on va ça là, parce que ça, tout à l'heure, il faut qu'à faire. Donc, on a mis qu'il faut qu'à finir. Voilà. Alors, j'appelle maintenant à ce micro Monsieur Cheikh Mabodioum. C'est Cheikh Mabodioum. Monsieur le Président de la République, nous ne saurions passer sous silence la présence d'une de nos artistes, une des toutes premières, Rose Marie Guiraud, qui fête aujourd'hui ses 65 ans. Voilà. Monsieur Cheikh Mabodioum. Marie Guiraud, que les Ivoiriens doivent retrouver avec beaucoup de plaisir. Une belle femme, grande danseuse qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Vous l'avez entendu tout à l'heure, elle fête aujourd'hui ses 65 ans, bien conservée. Il semble qu'on ne dit pas l'âge des dames. Il faut bien lui rendre cet hommage. Bon, alors M. Dioum, à vous. Nous allons poursuivre donc avec le témoignage de M. Cheikh Mabodioum. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, professeur Laurent Gbagbo. Permettez-moi, avant de lire mon discours, de dire que ça fait 4 années que je cherchais à vous voir chaque fois que vous veniez aux États-Unis. Et aujourd'hui m'est présentée l'opportunité que j'apprécie. Quand j'ai appris hier, donc j'ai passé une longue nuit à penser à un témoignage que je ne pouvais pas manquer de donner ici, de votre parcours, de votre personnalité, de votre travail de longues et dures années. Donc, mes sincères félicitations, Monsieur le Président. Tant j'ai été désolé
de ne pas avoir pu vous féliciter en personne quand j'ai appris pour la première fois que vous étiez devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Autant j'ai été ravi d'avoir reçu la bonne nouvelle. Cependant, cela ne m'avait guère surpris, Monsieur le Président. Connaissant votre personnalité, votre combat persistant et votre long et périlleux parcours, je peux, sans prétention, Monsieur le Président, mais sans aucune gêne ni crainte d'être contredit par un honnête homme, en témoigner aujourd'hui. Je peux en parler devant mes frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes africains, pour vous avoir côtoyé de près, connu dans bien des circonstances partagées, au moins 3 jours par semaine, des fois plus d'1 mois, jour pour jour pendant des années. GRTO, de Treichville à Cocody, à l'université d'Abidjan, et dans bien de longues tournées jusque dans les coins les plus reculés du pays. Du nord au sud et de l'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec des amis ou des collègues connus, peut-être même sans le savoir avec des ennemis secrets. Nous brandissions haut le flambeau brûlant de l'appel de la démocratie. C'était révolutionnaire, il fallait l'oser à l'époque. Vous l'aviez fait. Permettez-moi d'abord de me présenter, ou plutôt de vous rappeler, Cheikh Mabedjoum Mabo Flambeau, le petit frère, le grand Sénégalais, comme vous m'appeliez, l'initié de Didiga. Autant de mots que vous m'aviez donnés, tous donnés, et qui au-delà sont pour moi symboles d'affection, de fraternité, d'amitié, tout le sens du parcours consenti d'un combat sincère et gratuit pour une meilleure humanité, reflet de votre cœur. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'apprécier cette chance, un honneur pour moi que vous m'aviez donné de joindre votre combat et jouer mon humble rôle pour votre bonne cause. Donner un contexte social, économique et politique favorable, pas seulement pour les gros taux comme on dit, mais aussi surtout à tous les Ivoiriens de toutes les couches. Ce n'était pas de la politique politicienne. Que de vous souvenir, Monsieur le Président. Jusqu'à mon départ à mer pour moi et pour cette équipe de doyens et guides que vous étiez pour moi. Néanmoins modeste élite du pays. Ça remonte de loin, les années 80. Professeur Laurent Gbagbo, professeur Laurent Gbagbo, faux professeur Jean-Marie Agafi, professeur Bernard Zadizaou, et toute cette équipe de jeunes patriotes qui ont crié à votre bonne cause, quand certains doutaient de la possibilité d'une vraie démocratie un jour dans la plupart des pays d'Afrique. Bien sûr que possible. Cela demandait juste un combat inégal, incertain sans doute auquel vous aviez cru, difficile, long et périlleux, certes, que vous aviez mené qu'un peu, très peu, osé le faire. Vous nous aviez encadrés, formés et toujours marqués. Vous avez forcé grosse part ma personnalité. Vous m'aviez, je dirais, initié, comme vous l'aviez fait du reste de l'équipe. Du jeune homme, vous aviez fait un homme accompli, comme du reste, pour que des petits frères, vous puissiez faire les compagnons et l'élite de demain. De très bas, vous m'aviez initié très haut, comme littéralement vous m'aviez fraternellement soulevé haut au-dessus de vos têtes. Dès que je suis entré dans la fête que vous m'aviez organisée la veille de mon départ du pays, je me rappelle. J'étais inconnu, vous aviez fait de moi une notoriété à la une des journaux, des magazines, de la télé, de tous les médias, juste pour une bonne cause
dans laquelle vous vous étiez investi à fond. Sacrifié, vous étiez resté dans l'ombre, à soutenir le peuple et combattre pour lui. Telles les racines profondément enfouies dans la boue d'un grand arbre, pour son lourd tronc qu'elle porte et supporte, contre vents et marées, en nourrissant ces belles feuilles chéries qui purifient l'air qui nous fait vivre. C'est le moindre que vous aviez fait pour le peuple ivoirien, Monsieur le Président. Je pourrais en dire pendant longtemps, mais je ne voudrais pas abuser de votre précieux temps, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne pourrais quand même finir sans du fond de mon cœur prier pour vous et convier mes frères ivoiriens à mes prières pour que tous, Ivoiriens du pays et Ivoiriens de la diaspora, au-delà de toute diversion créée par quelques politiciens politicards ou forces politiques ou pour intérêt personnel ou autres d'autres nations, tous confondus que vous puissiez vous rallier derrière votre président et l'aider avec son équipe, dont vous êtes les bras outillés, dont il a besoin, plus que de critiques de politique politicienne, mal contemporain de notre continent, pour faire du beau pays prospère que j'ai connu, la grande nation libre et démocratique, et toujours d'en faire la grande nation au rendez-vous du panafricanisme pour une Afrique émergente dans une mondialisation incontournable. Monsieur le Président, que Dieu vous guide et vous protège dans la continuation de votre mission pour une Côte d'Ivoire dans l'unité qui tend toujours vers le meilleur pour une Afrique meilleure et unifiée. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous venez d'entendre un témoignage plutôt poignant et émouvant, un témoignage pour le combat difficile, long et périlleux, mené par le président Laurent Gbagbo, le combat de la démocratie. Voilà, c'était donc le témoignage de notre compatriote d'Afrique envers le président de la République, le président Laurent Gbagbo, qu'il a connu en tant que professeur, qu'il a connu pendant qu'il était au GRTO. Monsieur le Président, nos compatriotes vous ont souhaité la bienvenue. Nous avons écouté tout à l'heure le témoignage d'un de nos compatriotes africains. Si vous le voulez, eh bien, vos compatriotes veulent entendre à votre voix qu'ils n'ont pas entendu depuis 1 an et demi. Quand vous voulez, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire pour les États-Unis d'Amérique, Monsieur le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le porte-parole du comité d'organisation, chers compatriotes, mesdames et messieurs, me revoici ici avec vous, me revoici à New York donc avec vous. En principe, les Nations Unies sont organisées de telle sorte que chaque année, les chefs d'État viennent pour se concerter, pour parler un peu, pour discuter, pour se rencontrer. Mais compte tenu du travail à faire, on ne vient pas tous les ans. Je suis là cette année, j'étais là l'année dernière, je suis là cette année. C'est un bonheur pour moi de vous revoir, de vous savoir en forme. Que Dieu vous donne une longue santé. Et pour ceux qui ont fini leur carême aujourd'hui, que Dieu les aide. Que Dieu les aide et qu'ils écoutent toutes les prières qu'ils ont formulées pendant tout ce mois de Ramadan, qu'ils les écoutent, qu'ils leur
donnent le salut et qui donnent tout ce qu'ils ont demandé pour le pays. Je suis arrivé tout à l'heure, mais je suis venu vous écouter et surtout répondre aux questions que vous voulez me poser sur la Côte d'Ivoire. On va en prendre quelques-unes. Mais je vous l'ai déjà dit parce que notre frère a soulevé certaines questions. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous demande de révéler la direction des Ivoiriens de l'étranger. Nous avons créé ce poste, mais malheureusement avec la crise, ce poste n'a pas pu, cette direction n'a pas pu jouer son rôle. Monsieur le Président, le ministre des Affaires étrangères, vous avez là nos compatriotes. Ils sont nombreux, ils sont plus nombreux que ça en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux dans tous les pays développés. Ils travaillent, mais ils ont un peu d'économie. Travaillez avec eux, de sorte que celui qui veut entrer, celui qui veut rentrer, rentre dans des conditions décentes. On devrait pouvoir avoir la liste de toutes les compétences. Moi, à la présidence, j'ai commencé à dresser la liste de toutes les compétences qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de vos biographies. J'ai beaucoup de vos parcours. Mais accentuer ce travail. Envoyer des missions pour préparer le retour de ceux qui veulent revenir. Tout à l'heure, il a parlé de Demba Traoré. Mais Demba Traoré et quelques-uns ont la chance qu'ils sont connus par Laurent Gbagbo. Mais combien de Demba Traoré y a-t-il qui ne sont pas connus par Laurent Gbagbo? Il faut faire en sorte que tous ceux qui ont une compétence, une capacité financière, que tout cela soit listé et soit orienté dans les secteurs où la nation a besoin d'eux. Moi, quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai nommé quelques Ivoiriens de la diaspora pour bien montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Il y a ici Pascal Kokora, mon grand frère. Celui dans l'appartement de qui l'UNP a été pris, il a été nommé ambassadeur. Il y a ici son grand frère à lui. Où est-ce qu'il est? Maître Oudi, qui est aujourd'hui conseiller spécial et qui me conseille sur les problèmes d'Amérique du Nord. Il y a Demba Traoré, qui est directeur d'une très grande société, et je lui ai confié le fait que la société doit prendre son envol. Bon, mais il y a d'autres. Et ces autres-là, il faut que par les débats, par les discussions, les ministères les découvrent pour qu'on les mette à la disposition de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je voulais les remercier pour avoir soulevé cette question. Et il parle aussi des conditions de retour des Ivoiriens dans leur pays. Moi, je ne sais pas bien comment ça se passe, parce que je ne suis pas un diplomate de formation, mais discuter avec les autorités américaines, discuter avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, pour qu'on vous explique et que vous me formiez et que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent. Donc, chers frères, je suis prêt à faire ce qu'il y a, puisque mon travail, c'est de travailler pour les Ivoiriens. Donc, dès qu'un Ivoirien a un problème,
Mon travail est de travailler et de faire en sorte que ces problèmes soient atténués. Je suis prêt à le faire. Les ministres, je pense que d'ici un mois, je vais le relancer pour qu'ils me donnent le résultat de ces discussions et nous prenons les discussions. Et nous prenons les décisions. Mais nous sommes là ensemble aujourd'hui. Je souhaite que notre frère Franck Bamba puisse donner la parole à quelques-uns pour qu'ils me posent des questions sur la situation actuelle et que je réponde et qu'on puisse se parler. Bamba, tu as la parole pour organiser ça. Merci, M. Bon, maintenant nous allons prendre trois intervenants. Nous commencerons. Non, mais, toi, viens me voir demain matin. Demain à midi, on va déjeuner ensemble. Ouais. Vous venez donc d'écouter le président de la République qui a donné l'instruction du ministre des Affaires étrangères à qui il a demandé de faire pour que tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont une compétence soient listés, soient connus, soient approchés et qu'on puisse les connaître, qu'on puisse également mettre leurs compétences à la disposition de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le président de la République va donc répondre à quelques préoccupations de ses compatriotes qui vivent loin du pays et qui ont besoin de savoir comment ce pays va, quelles sont les évolutions qui sont notées. Avec M. Bamba Franck, oui, reprenez la question pour qu'on puisse... Tout à fait. Voilà. Monsieur le Président, on commence par une dame. Bien. Bonjour, Monsieur le Président. Et je vous remercie du temps que vous nous avez donné aujourd'hui. Je m'appelle Yvonne Malan. Je suis d'Ago, de la Côte d'Ivoire. Okay. Pourrais-je compter le nombre de difficultés que notre peuple connaît en ce moment en Côte d'Ivoire? Je dirais que non, puisqu'il y en a assez. Et tout ce que je pourrais dire, c'est que je vous prie de tendre votre attention sur les pleurs qu'ils ont. La Côte d'Ivoire, en ce moment, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont des difficultés. Et je voudrais savoir si vous avez des situations, des solutions que vous pouvez leur apporter. Par exemple, je parlerai de l'éducation. Je parlerai de beaucoup de nos enfants n'ont pas pu réussir cette année. Je parlerai aussi de nos villes qui ont vraiment besoin de se retrouver, si je peux le dire. Merci, Monsieur le Président. J'en ai tellement que je ne pourrais pas finir. Nous avons besoin d'aide. Merci. Le second intervenant, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Dambélé David. Je suis de Kouto, dans le département de Bouniali, dont vous avez effectué un déplacement il y a à peu près 6 mois de cela. Alors, mon inquiétude aujourd'hui est que, alors, dans les médias, on nous fait comprendre que oui, les élections, c'est pour le 29 novembre. Alors, qu'il ait lieu ou pas, alors, on craint beaucoup parce qu'on nous fait croire s'il n'y a pas d'élection, alors il y aura ce tapage. Est-ce que la sécurité, pour dire, je m'excuse, le report des élections, alors s'il y a vraiment alors, la sécurité, ou on nous fait croire qu'il y aura des tapages, machin, tout et tout, vraiment nous en craignons vraiment beaucoup. Alors mettez le même maximum de sécurité. Et de deux,
Kouto a été prévu sur la liste de Bouniali à Tengrela pour le goudron. Alors, quand j'ai assisté à la télévision, j'étais vraiment content. Alors, 3 mois après, alors c'est une affaire qui s'est tue. Donc, est-ce que vous pouvez nous situer normalement pour ce problème de goudron? Merci, Monsieur le Président. Troisième intervenant. Bonne arrivée, Monsieur le Président. Je m'appelle Monsieur Marc-Alain Kofi Dolon. Je suis un jeune ami de Bongwanou. J'ai fait 22 ans aux États-Unis. J'ai fait des études ici. J'ai fini. J'ai essayé de travailler. J'ai économisé mon argent. J'avais une entreprise de studio d'enregistrement ici et puis de vidéo production. Et j'ai fermé pour amener mes équipements en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire moi-même, j'ai passé 8 mois et la douane m'a chargé près de 15 millions pour pouvoir dédouaner les affaires. Et après j'ai fait sortir mes effets, l'argent que j'avais prévu pour pouvoir payer, m'installer, tout était fini. Donc, présentement en Côte d'Ivoire, j'ai les équipes. J'avais amené 6 Américains avec moi pour pouvoir former des jeunes Ivoiriens. On est resté pendant 8 mois, on n'a pas pu travailler. Ça fait 1 an et demi que je suis revenu et pour pouvoir repartir, j'ai acheté d'autres équipements. J'étais le premier à amener la Sono, les Landway en Côte d'Ivoire. Ben, je n'ai pas pu travailler. Et tout est stocké en Côte d'Ivoire et je suis revenu ici galérer encore. Donc, on peut venir aider le pays, mais je ne sais pas comment on peut faire pour pouvoir venir travailler, supporter le pays. Donc, je voudrais savoir ce qu'on peut faire. Quoi. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ce sont donc les 3 premières questions. Vous êtes prêts? Merci, chers frères, de vos interventions. La première intervention, c'est celle d'une dame qui a soulevé tous les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît. L'éducation, la santé, les villes. Et puis, elle a fini, elle a dit, il faut nous aider. Le rôle du président de la République, ce n'est pas d'aider les citoyens, c'est de travailler pour eux. Ce n'est pas une aide qu'il apporte aux citoyens, c'est son travail avec leur argent. Je crois que souvent, on a fait croire aux Ivoiriens et aux Africains qu'il y avait des hommes riches quelque part qui allaient venir aider le peuple avec leur argent. C'est faux. Le président de la République travaille avec l'argent du peuple. Donc, il travaille pour le peuple. Et donc, s'il y a des écoles à faire, s'il y a des dispensaires à faire, s'il y a des hôpitaux à construire, ce n'est pas une aide que le président de la République fait. C'est son travail. C'est le travail qu'il fait. Là-dessus, je voudrais vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais parce que nous avons connu 7 ans de crise, 7 ans de quasiment non-fonctionnement. Donc, il est normal que ces 7 ans de crise se reflètent sur le visage de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais depuis l'accord de Ouagadougou, de mars 2007, la guerre est finie. La guerre est totalement finie. Nous sommes en train de préparer les élections. Nous suivons le travail de la CI et de toutes les composantes techniques qui aident la CI à travailler. Moi, je ne suis pas inquiet, je suis content et tous ceux que je vois aujourd'hui sont satisfaits. Le facilitateur vient d'effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Il est serein. Moi-même, je suis serein. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies est serein. Le Premier ministre est serein. Donc,
les élections vont avoir lieu. Si je parle de ça, c'est pour vous dire que la reprise a commencé. Mais elle n'aura vraiment lieu que quand les élections seront terminées. La reprise a commencé. Sur Abidjan seul, avec les efforts que nous avons faits au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, sur Abidjan seulement, nous investissons en ce moment 50 milliards de francs CFA. Nous avons achevé de ramasser tous les ordures qui sont à Abidjan. Toutes les ordures. Nous sommes en train de refaire les rues. Et pour ceux qui connaissent la Riviera, le carrefour de la Riviera 2, qui était en Gorée, nous avons fait un échangeur pour élargir la rue qui rentre dans les deux plateaux pour que les véhicules puissent circuler normalement. Nous allons commencer en octobre les travaux du 3e pont d'Abidjan. Donc, maintenant que la guerre est terminée, nous pouvons nous occuper du développement et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous le faisons. Il n'y a pas beaucoup de classes. Je fais le tour du pays, je suis allé à Tengrela, au niveau du pays, je suis allé jusqu'à Tengrela. Au niveau du pays, Lobby et tout, je suis allé jusqu'à Doropo. À l'ouest, je suis allé, j'ai fait tout le pays dans, tout le pays ouest, et je suis monté jusqu'à Samatigila, etc. Samatigila, Madinami. Bon, donc, je suis allé voir. Il y a beaucoup d'enfants dans le village, mais il n'y a pas assez d'écoles. Demain, c'est par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas laisser les enfants de Côte d'Ivoire au bord de la route. Il faut créer des classes. Il faut créer des classes. Ça veut dire qu'il faut embaucher encore beaucoup d'instituteurs. Il faut créer des collèges. Ça veut dire qu'il faut embaucher beaucoup de professeurs. Il faut créer des dispensaires. Ça veut dire qu'il faut embaucher beaucoup d'infirmiers et de sages-femmes. C'est ça le défi qui reste. Donc, madame, nous sommes conscients. Mais on ne peut pas comprendre l'état que vous avez vu si on ne comprend pas qu'il y a eu 7 ans où l'État n'a pas fonctionné normalement. Il faut que les Ivoiriens ne soient pas des amnésiques. Il faut que les Ivoiriens n'oublient jamais ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Un citoyen qui oublie ce qui s'est passé dans son pays, elle devient dangereux. Parce qu'il fait des analyses en sautant l'objet principal de l'analyse. L'objet principal de l'analyse aujourd'hui, c'est la crise. C'est la guerre. Et il ne faut pas oublier ça. Il faut pardonner et nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Mais il ne faut pas oublier. Dans l'analyse, il ne faut pas oublier ça. Il faut toujours enseigner aux enfants que c'est dangereux, la guerre civile. Il faut enseigner ça. Que ce que nous avons vécu, il ne faut plus que quelqu'un revive ça. Donc, madame, il ne s'agit pas pour le président de la République d'aider les Ivoiriens. Il s'agit pour le président de la République de faire son travail. Et je fais le mien. Je fais le mien. Donc, je voulais dire ça. Sur le deuxième intervenant a parlé, a dit qu'il y a eu beaucoup de tapage sur les élections, sur la sécurité. Vous savez, nous sommes Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens sont un peu comme ça. Les Ivoiriens, on est comme ça. On fait beaucoup de tapage comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On avance. Donc, si quelqu'un veut parler, nous sommes dans un pays de liberté, dans un pays de démocratie. Moi, je n'empêche pas quelqu'un de parler. Vous pouvez parler, mais nous, on avance.
Voilà, nous on avance. Celui qui peut dire qu'il n'y a pas de sécurité, il peut toujours parler. Mais moi je lui montre que je vais jusqu'à Tengrela et je reviens la nuit en voiture jusqu'à Korogo et il n'y a rien. C'est ça. Ça c'est la démonstration par la preuve. Je lui montre que je suis à Ogéné, j'ai fini le meeting, je prends mon déjeuner et je prends la voiture la nuit, je roule jusqu'à Yamoussoukro et il n'y a rien. C'est ça. C'est ça la différence entre parler et agir. Au poste où je suis placé, bien sûr, il faut que je parle pour expliquer ce que je fais. Mais il faut que j'agisse et que par mon action, je démontre aux citoyens ce qui se passe. Donc, au niveau de la sécurité, les élections seront sécurisées. Elles seront totalement sécurisées. Les hommes qui vont la sécuriser sont déjà choisis. Nous attendons, comme ce n'est pas nous qui fixons la date des élections, que la CENI nous dise, 2 semaines avant, nous allons déployer totalement l'effort de sécurité sur l'ensemble du territoire pour sécuriser tous les bureaux de vote. Il ne faut pas que quelqu'un se trompe. Je vois que nous sommes maintenant à un niveau, il ne faut plus que quelqu'un se trompe. Voilà. Il ne faut plus que quelqu'un se trompe. Voilà. On dit bien chez moi que quand le serpent t'a mordu, et que tu vois un ver de terre, tu te méfies. Voilà. Donc on ne laissera plus le ver de terre approcher de nous. Les élections seront totalement sécurisées. Voilà. Je vous le dis. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Les élections auront lieu et seront sécurisées. Alors vous avez parlé du bitumage de l'axe Bungali-Tengrela parce que je crois que c'est de ça que vous avez parlé. Le bitumage aura lieu. Il aura lieu. Souvent, nous, les dirigeants, on n'explique pas tout. Et c'est une de nos erreurs. On n'explique pas tout. Cette route-là, elle était déjà programmée avant même que moi je devienne au pouvoir. Et qu'avant Duncan avait donné le premier coup de pioche. Et puis il y a eu le coup d'État. C'est pourquoi on dit l'axe Bungali-Tengrela n'a pas de sens. Et quand je suis arrivé au pouvoir, nous avons reprogrammé, parce que c'est une route importante pour les rapports entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc nous avons reprogrammé. Au moment où on devait commencer, la guerre est survenue. Donc après la guerre, nous avons reprogrammé. Mais le problème, c'est que l'entreprise qui avait été choisie pour faire le travail, toutes ces machines ont été démontées et volées pendant les 7 ans que nous ne sommes pas, l'État n'est pas allé là-bas. Et donc c'est ce que nous sommes en train de régler. Nous réglons le problème de la reconstitution du matériel de cette entreprise pour que les travaux puissent commencer. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi ça traîne, mais quand nous aurons fini cela, les travaux vont commencer. Il est indispensable pour la Côte d'Ivoire de bitumer un certain nombre d'axes, comme vous m'avez parlé de l'axe Bungali-Tengrela. Je vous parlais aussi de l'axe Bungali-Ogéné qui est prévu, qui est programmé aussi pour être bitumé. Donc nous allons faire ça, c'est prévu, nous allons le faire. Donc chers amis, il ne faut pas s'inquiéter, voilà. Il y a le troisième ami là qui a parlé. Il voulait créer son studio et il est revenu galérer encore. C'est pour utiliser son propre thème. Bon, je suis vraiment de tout cœur avec lui. Je suis de tout cœur avec lui parce que je me rends compte qu'il a perdu
beaucoup d'argent et l'argent cher, puisque c'est l'argent de ses économies. Mais je voudrais vous donner un petit conseil. Avant d'entreprendre, il faut faire une étude de marché. Avant d'entreprendre, il faut absolument que vous-même, vous ayez étudié sur le terrain exactement ce que vous devez faire, à quel moment il faut le faire. Il faut faire cette étude-là. Si vous ne faites pas une telle étude, si vous ne savez pas au départ combien ça va vous coûter pour sortir votre marchandise à la douane, de la douane, si vous ne savez pas ça au départ, vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous allez perdre beaucoup. Parce que l'argent que vous allez payer à la douane, ça fait partie de votre investissement. Ça fait partie de l'investissement. Donc il faut comptabiliser tout cela. Si je m'avais d'ici, avec 3 ou 4 valises, remplies de jeans, de t-shirts, je dis je vais les vendre à Abidjan. Et la douane me bloque. Si je dis que je ne sais pas ce que je dois faire, je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas un entrepreneur. Parce que si je suis un entrepreneur, je dois prévoir ce que je dois payer à la douane d'abord. Et une fois que j'ai prévu cela, je peux aller calculer les prix de vente pour avoir un bénéfice. Donc, le conseil que je veux vous donner, c'est que quand vous allez discuter avec le ministère des Affaires étrangères, sur la base des Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui ont envie de rentrer, il faut discuter serré. Il faut discuter sérieusement. Il ne faut pas dire, j'ai économisé, alors je m'en vais. Celui qui fait ça, il va perdre son argent. Celui qui fait ça, il perd toujours son argent. Tu dis, j'ai économisé. Donc, je veux aller chercher une opportunité d'affaires en Côte d'Ivoire. Et puis, tu vas en Côte d'Ivoire. Et tu fais un petit budget pour chercher ton opportunité d'affaires. Une fois que tu as trouvé ton opportunité d'affaires, tu t'entends avec une banque pour que tu vives ton argent sur un compte bancaire. Et les banquiers eux-mêmes vont vous donner des conseils. À partir de ce moment-là, vous pouvez discuter. Il y a ici des avocats, ici, qui sont d'origine ivoirienne, qui peuvent vous conseiller. Mais je vous en prie, les frères, ne débarquez pas comme ça en disant, j'ai des économies, je m'en vais travailler. On ne travaille pas. Le monde moderne, on ne travaille plus comme ça. Dans le monde moderne, on ne travaille plus comme ça. Celui qui travaille comme ça perd son argent. Et tu vas être aigri pour rien contre le pays. Alors que le pays ne t'a rien fait de mauvais. Il faut, avant de partir d'ici, sécuriser l'argent et puis aller discuter. Donc c'est le conseil que je voulais vous donner, bien que pour votre cas spécifique, je vais demander au ministre des Affaires étrangères de discuter, de prendre vos coordonnées, de discuter avec vous, pour qu'on vous dise si on le peut, mais il faut que vous ayez une méthode de travail pour aller créer une entreprise. Une entreprise, là, c'est pas un champ de riz, c'est pas... C'est une entreprise. Peut-être même que l'idée que tu as là, il y a 25 Ivoiriens qui ont la même idée au même moment. Peut-être il y en a qui sont en Russie, d'autres sont en Chine, d'autres sont en Italie, toi tu es à New York ici, je ne sais pas s'il y en a qui sont en Los Angeles, qui ont la même idée au même moment. Il faut aller voir au CPC pour voir quels sont ceux qui ont déposé des demandes pour faire des entreprises. Si tu vois qu'il y en a déjà beaucoup qui veulent faire la même chose, tu changes. Tu changes. Donc, moi je ne suis pas un homme d'affaires, hein, je n'ai jamais fait d'affaires, mais comme je suis président et que je rencontre beaucoup d'hommes d'affaires, je suis amené à savoir à peu près
ce qu'il faut faire pour ne pas perdre. Or, je ne souhaite pas que vous perdiez. Parce que si vous perdez, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Je veux que vous gagnez pour que la Côte d'Ivoire gagne avec vous. Voilà, Monsieur le Président de la République, merci infiniment pour cet honneur que vous venez de faire à nos compatriotes. Je rappelle à tous que nous sommes en direct sur la RTI. Nous sommes vus donc en Côte d'Ivoire en ce moment et partout ailleurs en Afrique et même ici aux États-Unis d'Amérique. Et nous allons, si vous le permettez, Monsieur le Président, faire une petite exception pour donner la parole à un Américain qui fait des affaires en Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens et qui voudrait poser une question. My name is Charlie Watson, and I'm American, of course. Good evening, Mr. President and other distinguished guests. First of all, I'd like to say I was introduced and brought to your beautiful country by a friend and family member, Holo Toure. Shortly thereafterwards, I began to be involved with the committee to re-elect you as president. After traveling to Cote d'Ivoire and visiting Cocody, Thresfield, Kamase, Apobo, Apobote, Yamokoso, and Bawaki and beyond, I fell in love with the country. So, my question to you, and I will make it brief, has to do with Americans such as myself who wish to invest in the Ivory Coast. What can you do and what will you do to alleviate the barriers and the obstructions of someone such as myself and other Americans who wish to invest in the Ivory Coast? Thank you very much. Merci. Come in Côte d'Ivoire. We wait for you. Okay. Voilà, Monsieur le Président, c'était la dernière question. Oui, je vous... Je vous remercie, M. Bamba, mais la question que notre ami pose, elle a été réglée par deux lois. La loi de 1959 sur les investissements étrangers, qu'on appelle le Code d'investissement, qui a été reprise en 1984 sous le nom de la loi EUI sur les investissements étrangers. Il y a des facilités que la Côte d'Ivoire fait aux capitaux qui viennent de l'extérieur, et ces facilités fiscales sont pour les inciter à venir investir. L'ambassade ici peut, aussi bien l'ambassade à Washington que l'ambassade, notre représentation permanente à New York, peut lui fournir des textes des deux codes d'investissement. Mais il faut savoir que nous avons l'un des codes d'investissement le plus large, qui encourage. Et si c'est dans un domaine, par exemple de technologie, nous avons récemment pris une loi encore pour créer une zone franche dans la zone de Bassam. Et c'est cette zone franche-là que dirige Demba Traoré, qui est là devant moi. Donc on a beaucoup d'opportunités d'affaires. On a beaucoup d'opportunités. Et il faut venir.
il faut venir parce que il y a beaucoup d'entreprises américaines d'ailleurs qui sont déjà implantées en Côte d'Ivoire dans le cacao. Les plus grosses entreprises, je crois, qui font le traitement de cacao sont américaines. Mais dans d'autres secteurs, les Américains sont implantés. Donc ce n'est pas... Sachez que la Côte d'Ivoire est ouverte à tous les capitaux venant de tous les pays. Voilà. Maintenant, je demande à mes frères de venir avec ce qu'ils ont économisé aussi. On ne peut pas attendre uniquement les capitaux étrangers. Venez avec ce qui est découle de votre siège. Et puis nous allons travailler. Voilà. Voilà. Donc on vous attend. Bien, chers amis, vous savez bien que le président de la République a fait un voyage de plus de 9 heures. C'est vrai que le président a dit qu'il allait prendre des questions, ce que nous n'avions même pas prévu dans notre conducteur. Il a voulu vous écouter, vous a écouté, s'il vous plaît. Nous allons permettre au président de la République de se reposer. Il va donc conclure, Monsieur le Président, quand vous voulez. Chers amis, je suis heureux d'être en face de vous. Mais je voudrais vous rappeler un adage bien de chez nous qui dit que même si un morceau de bois fait 20 ans, 30 ans dans l'eau, il ne devient jamais un cailloux. Donc même si vous faites 30 ans, 40 ans ici, même si vous prenez la nationalité américaine, vous êtes des Ivoiriens. Certains sont Kouyaga, d'autres sont Oguénéka, d'autres sont Bété, d'autres sont Tagwana, certains sont Ébriés, d'autres sont Baoulé, d'autres sont Agni. Ça, on ne trouve pas ça aux États-Unis. Et la preuve, c'est quand vous retrouvez le dimanche chez l'un d'entre vous, ce que vous mangez, ce n'est pas le hot dog. Si je connais ce que vous mangez, puis quand je viens ici, je vais chez beaucoup d'entre vous pour manger avec eux. C'est le kabatou, c'est la sauce graine et du riz, c'est la téquée que certains importent. Donc, on ne peut pas oublier son origine. L'être humain, même s'il trouve des conditions de vie meilleures dans un pays qui lui offre l'hospitalité, il ne peut pas être totalement déraciné. Un moment vient où la question fondamentale se pose à soi. Je reste ici ou je retourne au pays. Cette question-là, vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'est jamais passée dans la tête de chacun. Elle passe tous les ans après l'hiver. Quand le printemps arrive, elle passe. Parce que l'hiver est le moment des grandes interrogations pour les Africains qui sont dans les pays occidentaux. Quand l'hiver arrive, l'Africain se dit, et si c'était mon dernier hiver? J'ai vraiment envie de partir. Moi, j'ai connu la même chose, donc je vous parle vraiment sans phare. Eh bien, ne laissez pas cette question vous surprendre. Ne laissez pas cette question vous surprendre. Allez au-devant d'elle. Préparez-vous. Comme ça, si vous décidez de rester, bon, vous aurez quand même quelque chose. Et en restant, vous avez de quoi entreprendre.
et laisser l'exercer. Mais si vous décidez de rentrer, alors laissez votre argent ici et descendez d'abord étudier les conditions d'un retour, ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, allez au-delà de cette question, allez au-devant de cette question et discuter cette question avec votre famille, votre épouse ou votre époux, vos enfants, vos parents qui sont restés là-bas. Mais en même temps, soyez humbles. Soyez humbles. L'être humain grandit par l'humilité. L'être humain grandit toujours par l'humilité. Si tu as une idée, il ne faut pas croire que tu es le seul à l'avoir. C'est pourquoi il faut prendre toutes les précautions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, tu es de Makolo. Je dis Makolo parce que je vais y aller bientôt après ces mois de carême. Tu dis, bon, moi je vais mettre un système de bus à Makolo. Ce système de bus peut rouler entre Bouandougou, Ténéboué, Makolo, sur une voie, sur l'autre voie, peut Kongasso, etc. Bon. Mais mon cher frère, ma chère soeur, si tu as l'argent pour ça, tu mets l'argent dans le compte et puis tu descends là-bas. Et toi-même, tu vois l'état des routes d'abord. Ah oui. Parce que mettre un bus sur une route bitumée et mettre un bus sur une route non bitumée, ce n'est pas pareil du point de vue de l'économie. Et tu vois quelle est la circulation. Est-ce que les gens qui circulent de Bouandougou à Makolo sont suffisamment nombreux pour me faire un amortissement au bout de 3 mois ou bien au bout de 2 ans? Il faut étudier. C'est ça que j'appelle l'humilité. Mais si tu es sûr de toi et que tu es gonflé et que tu dis j'ai une idée, elle est bonne, souvent tu as une idée à partir des données que tu avais avant d'arriver ici, mais tu ne sais pas que ça a changé. Tu ne sais pas que les petits qui sont là-bas, ils ont changé. Quelquefois, ils n'ont même plus envie de prendre le bus. Ils sont à un autre niveau. Et quand tu parles de bus, tu arrives, tu les regardes et tu les regardes comme ça. Comme un extraterrestre. Donc, il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité. Il ne faut pas que les succès que nous avons nous tournent la tête. Si les succès nous tournent la tête, nous allons pédaler dans le vide. Or, l'argent doit être investi sur le réel et non pas sur le virtuel. L'argent doit être investi sur le réel. Toujours sur le réel. Tu vas, tu regardes. Tu peux même prendre un gars qui travaille dans des entreprises, là-bas, qui est un frère, tu dis, viens, on va regarder les choses. Et s'il fait ça, il faut l'écouter. Même s'il a moins que toi, mais il regarde toujours la même chose. Et toi, tu regardes tout ça parce que tu es à New York. Donc, le petit conseil qu'il va te donner, ce conseil-là peut t'aider. Et puis quand tu penses ça, il faut penser qu'un autre peut penser la même chose. Donc vous allez vous trouver en concurrent. Ou bien vous parlez et vous faites la même chose. Ou bien vous vous séparez, mais chacun cherche un endroit où il peut gagner un peu et puis l'autre va gagner un peu ailleurs. Je vous dis toutes ces choses parce que beaucoup de nos amis, beaucoup de nos compatriotes sont revenus d'ici.
Ils sont rentrés et ils ont été désabusés. Je connais même un qui est en Allemagne, qui envoyait l'argent chaque mois à ses parents pour dire construisez ma maison. Et les gens lui envoyaient chaque mois une photo d'un mec qui monte. Mais ils l'ont roulé, ils ont mangé son argent et il n'a pas eu de maison. Il est parti en criant contre la Côte d'Ivoire. Oh, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est lui qui n'a pas fait un calcul rigoureux. Vous vivez dans un pays développé où l'argent circule selon des règles. Quand vous retournez en Côte d'Ivoire, amenez ces règles-là. Sachez que l'argent ne circule jamais autrement. Même si le bonhomme est ton frère, même s'il est ton petit frère, même s'il est ton grand frère, ne lui mets pas l'argent entre les mains en disant c'est mon frère, il va le faire ça. Non! L'argent a des règles de circulation. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Tu dis bon, je te donne ça pour toi. Donc ça, tu l'as aidé, tu es tranquille, tu n'attends plus. Mais si tu veux faire ton investissement, l'investissement, ça se fait avec des banquiers et des hommes d'affaires. C'est ce petit conseil que je vais vous donner, chers frères. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question fatidique chaque hiver. Je rentre ou je reste. Je rentre ou je reste. Et comme moi j'ai la chance de connaître Bemba et Bamba, Demba Traoré et Bamba, je discute avec eux. Ils m'informent sur l'état d'esprit. Ils m'informent sur le fait que beaucoup d'Ivoiriens veulent rentrer. Mais le premier conseil, c'est ça. Vous êtes ici aussi dans un pays qui vous a accueilli. S'il vous plaît, respectez les règles de celui qui vous a accueilli. C'est la première des choses. Respectez les règles de celui qui vous a accueilli. Facilitez la tâche aux ambassadeurs qui sont là. Si vous transgressez les lois des États-Unis d'Amérique, d'une façon ou d'une autre, et que vous êtes arrêté, jugé et condamné, l'ambassadeur n'a pas le pouvoir de vous sortir de prison. Tout ce qu'il pourra faire, c'est d'aller vous rendre visite. Ou d'envoyer quelqu'un vous rendre visite pour voir comment vous vous portez et de faire un rapport au ministère des Affaires étrangères pour dire nous avons un compatriote qui est ici. Respectez toujours les règles de celui qui vous a offert l'hospitalité. Toujours. Même les Écritures saintes disent ça. Même les Écritures saintes disent ça. Quand tu arrives chez quelqu'un et qu'il te donne même un verre d'eau à boire, il faut le remercier. En plus de aussi dans ce pays, tu trouves un travail, tu trouves un logis, tu fais ton mariage, tu vis avec tes enfants. Il faut respecter. La manière de remercier ce pays, c'est de respecter ses lois. Le jour où tu veux appliquer les lois de Côte d'Ivoire, tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être chez les gens et puis appliquer les règles de chez toi à eux. C'est pas possible. Donc, voilà quelques conseils que je voulais vous donner en vous disant que je suis très heureux de vous revoir. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Je souhaite que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire et que pour ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent sans problème. Je vous remercie.
Voilà. Nous allons donc nous lever pour laisser le président et sa délégation sortir. D'échanger avec ses compatriotes qui vivent ici aux États-Unis. Le président est donc à New York à l'occasion de la 64e. On applaudit le président qui rentre maintenant. De l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président aura donc un programme très chargé. Après-demain mardi, il aura un déjeuner de travail avec le président Barack Obama. Il sera reçu dans l'après-midi à 16h en audience par le secrétaire général des Nations Unies. Et le jeudi, le président sera donc à Washington où il va avoir une audience avec M. Donald Payne, le président de la sous-commission Afrique au Congrès américain. C'était donc une retransmission en direct de la supervision de Sylvain Lebou, conseiller spécial du président de la République, de Thomas Franck, Madou, également conseiller du président de la République. Il avait biaisé, Germain à l'image, Minawe Daniel et toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis.